Il est journaliste, enfin il est communicateur, il est juriste, il est gestionnaire, il est jeune, c'est à peu près le numéro 2 de Idrissa Seck. Vous avez compris que nous recevons pour cette 17e édition de Sans Détour, M. Thierno Bokoum. Bonjour M. Bokoum. Bonjour. Vous allez être interrogé par deux éminents journalistes et un spécialiste de l'entrepreneuriat social, M. Dialiba Samba Dialimpa Badji, qui est rédacteur en chef adjoint de Africa 7, un site en ligne qui s'occupe de vérifier. Donc faites attention à ce que vous allez dire parce qu'ils vont tout vérifier de ce que vous nous annoncez ce matin. Et vous avez Madame Safili, journaliste, directrice du groupe Nexus, un groupe de communication, et Monsieur Sobel Ngom, entrepreneur social qui s'occupe essentiellement de jeunesse. La première question est la suivante. Monsieur Wade, Abdoulaye Wade, vous connaissez très bien, a décidé plus ou moins de revenir sur la scène politique à 90 ans passés. Vous êtes jeune, ça vous gêne ou ça ne vous gêne pas? Qu'un monsieur de 90 ans vienne suppléer des jeunes de votre âge qui sont censés quand même avoir toutes les compétences requises pour pouvoir quand même mener la politique au Sénégal, notamment au sein de l'opposition. Oui, je dois dire que la question est bien orientée avec une dose d'influence. Je ne vais pas dire que ça va me gêner, je vais certainement vous décevoir parce que je me rends compte aujourd'hui que nous avons énormément de possibilités dans ce pays. Si on met l'accent sur le président Wade, pour une raison ou pour une autre, ça peut être le choix de certains, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui font énormément de choses. Wade a décidé de revenir au Sénégal pour rassembler l'opposition et éventuellement présenter une candidature à l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas rester indifférent. Non, je vais revenir sur ça. Vous savez, le président Wade a un passé, c'est clair. Un passé d'opposant, un passé de président de la République. Un passif, éventuellement. Oui, éventuellement, bien entendu. Un actif aussi. Il a eu un passé. Il a choisi d'avoir un présent et un avenir en politique. C'est son choix. Nous considérons aujourd'hui que le Parti démocratique sénégalais peut accepter d'être dirigé par le président Wade en tant que secrétaire général national du parti. En tant que secrétaire général national du parti, bien entendu, il a la possibilité de demander le suffrage des populations, il a la possibilité de diriger une liste s'il le souhaite. Là n'est pas le débat. Ce que nous disons très clairement, c'est qu'aujourd'hui, nous ne mettons pas de fixation sur qui va diriger la liste, etc. Mais nous donnons la liberté à tout un chacun d'avoir des options en politique. Mais en tant que jeune, je considère aujourd'hui que nous devons davantage, effectivement, faire en sorte que les jeunes puissent être au devant et prendre les leviers. Nous considérons bien entendu que nous avons une population jeune au Sénégal et qui comprend mieux les jeunes que les jeunes eux-mêmes. Donc nous pensons qu'effectivement il faut davantage qu'on ouvre des voies, qu'on ouvre des brèches, qu'on permette à cette jeunesse diversifiée qui se trouve dans les secteurs, dans tous les secteurs, de pouvoir s'affirmer. Voilà. Idrissa Seck, votre leader, va rencontrer Wade, ou l'a déjà rencontré à Paris. On suppose qu'on veut nous faire le coup, la grande famille libérale qui va se retrouver et qui prétend opposer une alternative au régime de Macky Sall. Mais le problème qui se pose pour nous, c'est que nous avons déjà vu à l'œuvre. Aujourd'hui, est-ce que, si, je parle extraordinaire, vous arrivez au pouvoir, vous n'allez pas nous faire le coup du butin que les grands bandits vont se partager et qui, évidemment, avait beaucoup secoué l'actualité par la suite. Est-ce qu'on a des garanties sur ça? Oui, d'abord sur cette question, je pense qu'on en avait énormément parlé. On peut détourner les propos du président Idrissa Seck qui avait dit très clairement que c'était des propos du président Wade et que lui, il avait dit que Dieu lui en avait préservé. Mais ce n'est plus le débat parce que ça, c'était une question liée à un contexte. Il y a quand même la possibilité que cette coalition revienne au pouvoir. Oui, j'arrive sur ça. Déjà, ce n'est pas le coup des retrouvailles de la famille libérale. Ce n'est pas pour moi un coup. On ne peut pas dire aux États-Unis, oui, nous avons vu les démocrates, nous ne pouvons pas les revoir, nous avons vu les républicains. Non, je pense que c'est alternatif et qu'à un moment donné, il faudra se dire que les choses bougent. Les socialistes ont été là, ils veulent revenir, les libéraux, etc. Ça a été toujours le cas. Les socialistes, ils sont avec Macky Sall, ils sont dans la coalition. Oui, mais il y a une partie des socialistes qui a préféré prendre sa liberté, ça c'est clair. C'est le cas de Khalifa Sall et de tous ceux qui sont avec lui. Mais je considère aujourd'hui que nous sommes non pas seulement dans des retrouvailles de la grande famille libérale, mais dans de grandes retrouvailles pour faire face à Benno Bokk Yakaar, pour faire face au président Macky Sall, parce que nous considérons qu'il faut nécessairement être ensemble
proposer des solutions alternatives, imposer une cohabitation au président Macky Sall et apporter les vraies ruptures que les populations attendent encore. Et sur ça, tu en as beaucoup. En quoi une cohabitation, comme vous le souhaitez, peut être bénéfique pour les Sénégalais? Une cohabitation, déjà, va réduire les pouvoirs du président de la République qui sont exorbitants. On se rend compte aujourd'hui que le président de la République a une mainmise sur le judiciaire, a une mainmise sur le législatif. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Une cohabitation implique que l'opposition peut, à partir de l'Assemblée nationale, orienter les choses. Parce que, bon, il y a un débat. Sur ça, j'aimerais beaucoup. Oui. En quoi cette cohabitation peut réduire les pouvoirs du président de la République quand on sait que les pouvoirs du président de la République lui sont conférés par la Constitution? Oui. C'est la Constitution qui donne ces pouvoirs que vous dites exorbitants au président de la République. Donc, Oui. comment, à partir de l'Assemblée nationale, vous les députés, vous pouvez réduire les pouvoirs du président? Alors, je vais vous dire, ce n'est pas forcément, déjà c'est une lecture parfois simpliste de tout attribuer à la loi. Il y a des questions de personnes qui se posent. Aujourd'hui, la loi consacre la séparation des pouvoirs. Le président de la République, il n'y a même pas de mandat impératif déjà. Les députés ne doivent pas être orientés d'une manière ou d'une autre. Mais dans les faits, il y a des députés qui préfèrent s'arrimer au pouvoir exécutif et répondre aux préoccupations du président de la République. S'il y a cohabitation, enfin, s'il y a majorité à l'Assemblée nationale détenue par l'opposition, ça ne peut pas se faire, ça ne pourra pas se faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prérogatives attribuées aux parlementaires pourront être mises en œuvre parce que tout simplement, un parlementaire a énormément de possibilités, notamment faire des propositions de loi, faire des questions écrites, questions orales, questions d'actualité, contrôler l'action du gouvernement. Oui, ça va changer quelque chose. Parce que si on nous apporte des lois qui ne marchent pas, qui ne sont pas dans les intérêts des populations, nous dirons non. Si nous considérons que nous devons voter certaines lois, nous pourrons à travers, parce qu'il y a ce qu'on appelle, même la Constitution peut être révisée, parce qu'il y a la révision par voie parlementaire, article 103 de la Constitution, même la Constitution pourrait être modifiée dans certains aspects. Donc nous aurons un réel pouvoir législatif qui va légiférer pour les intérêts des populations. Oui, ça apportera quelque chose dans cette situation. Safi. Merci, Momar. Bonjour, Thierno. Bonjour, Safi. Alors, vous dites si voilà, vous entrez en cohabitation, ça vous donnera une meilleure marge de manœuvre. Mais vous êtes déjà à l'Assemblée. Oui. Et vous êtes partie prenante du Benno Bokk Yakaar depuis toute une législature qui se termine. Vous êtes Non. Nous ne sommes plus dans Benno Bokk Yakaar. D'accord, mais vous en avez depuis été. très longtemps. Oui, dès la première année, nous avons quitté. D'accord, mais mais vous êtes. Oui, un an, c'est rien, c'est 5 ans. Et pendant cette législature, qu'est-ce que vous avez, quel est votre bilan aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez apporté en tant qu'opposition? En termes de proposition de loi, en termes d'opposition, aujourd'hui, quel est votre bilan? Oui, nous sommes très fiers de notre bilan parce que nous avons passé tout notre temps à nous battre pour qu'il y ait des ruptures à l'Assemblée nationale. Si je prends les choses personnellement, on arrivera sur le groupe. Moi, j'ai été président de la commission comptabilité et contrôle dès notre venue à l'Assemblée nationale. Quand je suis venu dans cette commission, qui a un rôle extrêmement important de contrôler les finances à l'Assemblée nationale, c'est plus de 15 milliards. Je me suis rendu compte que cette commission n'a jamais fonctionné. J'ai demandé une traçabilité et j'ai dit mais où sont les documents? On me dit non, ça n'a jamais fonctionné. Ça veut dire que les personnes qui occupent la tête de cette commission ont un salaire, ont des avantages supplémentaires, mais n'ont pas de boulot. Alors, madame, je me suis dit que moi, en tant que jeune venant issu du M23 qui avons battu, qui a eu à faire la prison sous Wade, je ne peux pas croiser les bras, je ne peux pas être dans la continuité. C'est dans ce cadre-là que j'ai demandé à ce qu'on respecte la loi et que les rapports, l'état des recettes et des dépenses me soient livrés conformément aux dispositions de la loi. Est-ce que ça s'est amélioré? Ça ne s'est pas amélioré, on m'a mis d'or. Dès le renouvellement du bureau, je ne suis plus président de commission et jusqu'au moment où je vous parle, je reste simple député.
Mais on s'est battu pour qu'il y ait de la transparence à l'Assemblée nationale. Après, on a mis quelqu'un qui ne sait même pas lire la comptabilité. Donc, c'était une manière de dire que même si tu as de la volonté, tu pourras de toutes les façons rien faire. C'est pour vous dire, déjà, ça c'est du point de vue personnel. Nous avons continué le combat pour les grandes ruptures. Nous nous sommes battus pour qu'on mette en avant l'initiative parlementaire. Parce que à l'Assemblée nationale, nous recevons des projets de loi. Ça, l'initiative du président de la République, parce que la loi dit que l'initiative de la loi appartient concurremment au président de la République et aux députés. Donc nous avons la possibilité de faire des propositions de loi. Dès que nous sommes venus, nous avons fait une proposition de loi pour la stabilité de l'Assemblée nationale en demandant qu'on mette 5 ans au lieu de 1 an renouvelable. Ça va entraîner des négociations à n'en plus finir, etc. Cette proposition de loi a été bloquée. Nous avons fait des questions d'actualité, des questions orales, des questions écrites, etc. tout le temps, et nous avons demandé à ce qu'il y ait des commissions d'enquête parlementaire. Ça n'a pas suivi d'effet. Pourquoi ? Parce que c'est la majorité à l'Assemblée nationale qui gère l'Assemblée nationale. Dans une Assemblée nationale, quelle que soit la pertinence des idées ou tout ce que vous entreprenez, on va aboutir forcément au vote. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Si la majorité est contre, ça ne passe pas. Donc, nous sommes battus à l'Assemblée nationale, mais il y a eu une majorité qui est téléguidée par le président de la République, qui a sa télécommande au niveau du palais et qui dicte ses lois. Cette majorité a travaillé pour le président de la République durant toute la législature. Voilà ce qui s'est passé. Et le président, c'est quand même le chef de la majorité. Il a quand même le devoir ou le droit, évidemment, de se concerter avec sa majorité quand même. Oui, le président, mais il n'y a pas de mandat impératif. Le président de la République ne doit pas s'immiscer dans le jeu de pouvoir législatif. Le président se concerte avec sa majorité qui est à l'Assemblée. C'est une question de cohérence. Oui, mais non, c'est important ce que vous dites, mais il faut qu'on mette l'accent sur ça. Le président de la République, vous savez, moi, je suis pour des majorités stables, qu'il y ait une certaine stabilité. C'est important quand on amène des lois, des projets de loi, que ça puisse passer, etc. Mais dans la Constitution, on a du président de la République, on a de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que le président de la République a des prérogatives, les députés ont également des prérogatives. Donc le président de la République peut évidemment faire des projets de loi, etc. Mais au sein de l'Assemblée nationale, nous avons le devoir de contrôler l'action du gouvernement. Voilà. Il y a la cohérence majoritaire qui est nécessaire. C'est clair, hein? On va pas politique, on ne peut pas exclure. Mais c'est ça que je dis. Mais je dis que ça n'exclut pas aux députés de la majorité de faire le travail, puisque leurs prérogatives sont dans la Constitution. Sur cette question précise, est-ce que ce n'est pas au niveau des partis qu'il faut régler ce problème, ou c'est au niveau des partis que ce problème se pose, étant donné que Macky Sall est est toujours chef de parti, donc les députés qui sont dans sa coalition lui répondent au doigt et à l'œil. Est-ce que demain, si par exemple Idrissa Seck est président de la République et que les députés réunis sont majoritaires, vous allez couper ce cordon ombilical que vous dénoncez aujourd'hui? Non, on ne peut pas couper le cordon. Ça me donne l'occasion de rebondir sur la question. Ça n'a pas été achevé. Effectivement, il y a nécessité, quand on parle de majorité, il y a bien entendu une nécessité de faire passer parfois les projets du président, etc. Mais ce que je dis, moi, c'est que au-delà des prérogatives du président de la République, les députés ont leurs prérogatives. Il ne s'agit pas de question de parti, parce que de toutes les façons, pour aller aux élections, il faut être dans une entité, que ce soit la société civile. Est-ce qu'on va dire, oui, la personne qui est charismatique, qui dirige telle liste de la société civile, ben, s'il me met sur sa liste, peut-être que également je vais lui répondre au doigt et à l'œil. Là n'est pas la question. Je pense qu'il faut des personnes qui sont conscientes de leur rôle à l'Assemblée nationale. On peut pas. C'est tellement sérieux, c'est une structure tellement sérieuse qu'on doit choisir les personnes qui doivent y aller. Mais on ne laisse pas trop le choix aux chefs de parti. Il y a beaucoup de Sénégalais qui ont énormément de compétences, qui préfèrent être en marge de la politique. Dernière question sur la politique. Alors, Thierno Bocoum, tout à l'heure, vous précisiez que vous avez quitté la coalition Benno Bokk Yakaar. Votre parti réuni aujourd'hui dans une autre coalition. Est-ce que ces coalitions fluctuantes ne donnent pas aux Sénégalais l'image que, en fait, les partis politiques sont tout le temps dans des calculs électoralistes,
et non sur des questions de programme. Est-ce que, à force d'être tout le temps dans des coalitions mouvantes, ça ne donne pas cette image-là au Sénégal? Oui, vous savez, nous avons une tradition de coalition à l'approche des élections législatives et cela se justifie amplement. Pourquoi? Parce que d'abord, l'Assemblée nationale, c'est une diversité. Personne ne peut dire, voilà, on va avoir un seul son de cloche à l'Assemblée nationale ou non. De toutes les façons, si on ne fait pas de coalition avant, on en fera après. Parce que ça va être des jeux. Ma question, c'est le fait que les coalitions, plus ou moins, ne sont jamais stables. Elles sont tout le temps mouvantes. Vous étiez dans Benno Bokk Yakaar, vous êtes allé au pouvoir dans la majorité, vous avez quitté Benno Bokk Yakaar, vous êtes aujourd'hui dans Manko Wattu Sénégal. Peut-être demain, vous allez être dans une autre coalition. Est-ce que cela ne donne pas une mauvaise image globalement de la façon de faire? Ça peut donner une mauvaise image du point de vue de la perception de certaines personnes, mais ce n'est pas forcément une mauvaise image. Oui, non, mais ce n'est pas forcément une mauvaise image parce que le président de la République, par exemple, le président Macky Sall que nous avions soutenu en tant que candidat, est-ce que ses promesses ont été respectées une fois élu? Non. Est-ce qu'on est obligé d'être avec lui alors que ses promesses ne sont pas respectées? Non. Donc, on peut sortir de la coalition et aller vers une autre coalition tout en espérant qu'on va aller vers un programme alternatif, vers de vraies ruptures. Vous savez, on doit toujours espérer parce qu'on est dans un pays où les choses doivent évoluer de toutes les façons. On vous a collé l'étiquette de bouclier de Idrissa Seck. Oui. Alors, moi, je me pose une question. À quoi ça sert d'être le bouclier de quelqu'un qui n'entre jamais dans l'arène? Il fait des sorties très sporadiques et on a du mal à comprendre à quoi correspond sa stratégie du silence et de l'absence. Autant à la mairie qu'en politique. Et en plus, voilà, cette stratégie politique du zigzag. Alors, en quoi j'aimerais la comprendre? Alors, oui. Vous savez, il y a plusieurs phases qu'il faut parfois peut-être comprendre. Le président Idrissa Seck, un an après l'alternance, a fait une conférence de presse pour dire que le chemin qui a été utilisé n'est pas le bon. Il s'est énormément attaqué à la démarche du président Macky Sall. À un moment donné, peut-être si j'étais à cette question, à cette émission en ce moment-là, vous auriez dit, mais on entend trop le président Idrissa Seck, est-ce que vous ne pouvez pas lui demander de ralentir un peu? Oui, à un moment donné, il a parlé, parce que c'était pour alerter. Quand on alerte, on ne parle pas doucement, on parle fort pour que les gens comprennent. À un autre moment, il est dans une recherche de solutions alternatives. Oui, regardez, il délègue pour la gestion de la mairie. Le silence s'explique. Il a des boucliers pour être dans l'arène. Oui, Idrissa non. Quand des gens disent... Sur la question oui, mais sur le bouclier, je voudrais en parler. Est-ce que vous ne vous sentez pas floué aujourd'hui par Talla Sylla? Complètement, mais j'arrive sur le bouclier. Non, il n'y a pas une... En fait, les gens peuvent dire oui, c'est son bouclier. Mais vous savez, nous sommes dans un parti politique et nous avons un leader que nous avons choisi qui s'appelle Idrissa Seck. Donc, aujourd'hui, nous avons un projet de société et nous espérons qu'il va le porter au plus haut sommet. Donc, bien entendu, nous protégeons ce projet de société. Nous protégeons ce leader que nous avons choisi. Ça n'a rien à voir... Vous le protégez de quoi? Mais nous le protégeons parce que nous sommes dans un même parti, nous sommes solidaires à sa politique et nous sommes ensemble, c'est tout. Mais en quoi Talla Sylla vous a floué? Il ne nous a pas floué, il nous a trahis, pour être clair. Oui. Voilà, c'est le mot qui sied, nous l'avons choisi pour... En quoi? En quoi? Parce que le président Idrissa Seck, comme vous le savez, a fait campagne à Thiès, a fait sa liste a gagné. Il a demandé à ses conseillers d'élire Talla Sylla, maire de Thiès. Talla Sylla n'avait pas un seul conseiller qui pouvait... Donc c'est lui qui leur donne des instructions de vote, quoi, pour dire voter pour oui, parce que nous sommes... Mais oui, mais c'est clair, parce que... C'est bon à savoir. Non, mais pourquoi? Je pensais que les gens votaient librement, quoi. Non, ce n'est pas une question de voter librement. C'est une question de choix. C'est-à-dire que quand nous avons discuté de qui va être, etc., lui, il dit... Voilà, je propose que ça soit Talla Sylla et que les gens lui ont accepté ça. Vous savez, le leader peut proposer quelque chose et qu'on lui accepte. Il ne dit pas, vous le faites par la force. De toute façon, on ne peut pas voter par la force. On ne va pas tenir la main pour te demander de lever la main. Donc, une fois maintenant installé sur la chaise de la mairie,
il a changé complètement de cap, jusqu'à même s'attaquer à Idrissa Seck, s'attaquer au parti Rewmi, alors que si ce n'était que lui, il n'allait jamais être maire de Thiès. Il a été de tout le temps en compétition à Thiès, il n'a jamais pu rien avoir. Pourquoi Talla Sylla, si vous connaissez son parcours, non. Pourquoi vous l'avez choisi? Ben, écoutez, ça c'est une... Non, le gars, il n'est jamais là. Il délègue par procuration à des gens. Non, du tout. On l'a vu quand il était maire, il n'était jamais là. Non, du tout. Vous savez, ça, c'est un procès qu'on lui fait qui n'a aucun sens. Qui n'a aucun sens. Je vais vous dire pourquoi. Idrissa Seck, mais oui, vous m'avez posé plusieurs questions en même temps. Vous me laissez terminer sur Talla, après je répondis. Voilà, il y a deux autres. Oui, sur Talla, c'est ça que je dis. Il n'a jamais pu rien avoir. Maintenant, ce que vous dites, pourquoi lui? Pour moi, c'est un acte de générosité. La mairie ne lui appartient pas. Il n'a pas donné ça à qui il veut. Non, des profils pour diriger une mairie. Attendez, Macky Sall, le président Macky Sall avait un bon profil. Hein. Voilà, on l'a choisi. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous fait? On ne peut pas savoir à l'avance. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, je ne sais pas, on ne peut pas dire que ça va changer quand même de cap. Oui, mais ça, si on savait que vous aviez l'information, peut-être vous nous auriez aidé à changer. On va aborder maintenant la question de la gouvernance. Aujourd'hui, on a quand même des problèmes de gouvernance, Safi. Oui, j'allais dire comme tous les pays du monde, nous nous intéressons aux nôtres. Thierno Bokoum, j'aimerais que nous parlions d'une question de gouvernance qui apparaît comme un fait divers, mais qui n'en est pas un. C'est la récente tragédie du Dakar, l'incendie de Dakar. Vous n'y étiez pas? Non. Alors, gigantesque incendie lors de ce pèlerinage de la communauté gounassienne, des dizaines de morts. Des blessés, on ne connaît pas encore le nombre exact, encore plus de 100, des dégâts matériels très importants, et puis un choc pour toute la communauté. Il y a diverses questions de gouvernance, mais ma question est comment expliquer que les différents gouvernements qui se sont succédés, je dis bien les différents gouvernements qui sont succédés, y compris celui qu'a dirigé Idrissa Seck, n'aient pas travaillé à moderniser, à sécuriser ce pèlerinage qui draine des milliers de personnes chaque année depuis des années, et que chaque année, ce Dakar-là pose des problèmes sociaux, sociétaux, matériels, économiques aussi importants, et qu'on n'ose toujours pas s'y attaquer, ou qu'on ne s'y intéresse pas. Mais je ne saurais répondre à cette question sans présenter encore une fois mes condoléances à la communauté du Dakar et à la communauté sénégalaise. Ça a été très douloureux pour tout le monde, ce qui s'est passé. Mais oui, vous avez raison. Mais vous savez, dans ces situations-là, il faudra un dialogue, il faudra discuter avec les organisateurs, parce que l'initiative n'est pas de l'État. C'est une initiative d'une communauté qui a des réalités, qui a des pratiques, etc. Il faudra davantage discuter avec cette communauté et voir comment moderniser. Je suis entièrement d'accord sur ça. Il faut appeler un chat. Il y a des archaïsmes auxquels l'État, le gouvernement ne s'attaque pas. Oui. Il y a des archaïsmes. Bon, et à un moment donné, pour des questions de sécurité, est-ce que le gouvernement va prendre ses responsabilités et ne pas simplement faire des visites? Le président Sall est allé faire des visites de courtoisie. Il paraît que les CRD se sont réunis pour préparer et ont annoncé que tout était prêt. On se rend compte que non. Alors, à un moment donné, est-ce qu'on va aller au-devant des archaïsmes et d'autorités, de leaders religieux qui refusent une modernisation et au prix de temps de vie et de temps de... Oui, mais madame, moi je suis plus pour le dialogue que pour la contrainte. Je considère qu'il faut discuter de ces questions-là avec les concernés. Bien entendu, ce que vous avez dit est extrêmement grave. On ne peut pas... à la veille de cet événement, dire que tout est en ordre, tout a été bien fait et tout, parce que bien entendu, il faudra anticiper sur les risques. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un incendie là-bas. Donc il faudrait anticiper sur tout ça. Ça n'a pas été fait. Donc, sans compter les maladies, il y a des problèmes sérieux de tuberculose. Oui, je pense que l'État doit davantage s'impliquer, parce que vous savez, quand du monde se regroupe quelque part, ce n'est plus une affaire de communauté, c'est une affaire de l'État, c'est une question de sécurité. Donc l'État devrait s'orienter davantage sur ces questions là et prendre les mesures qu'il faut et surtout anticiper sur les risques.
Oui, justement. Ça c'est la vision. Oui, quand on n'a pas de vision, on ne peut pas faire ça. Justement, je pense que ce drame à Médina Gounass est quand même un symptôme de quelque chose qui est plus profond, et ce n'est pas le premier drame sur lequel on pleure et puis on passe. On a eu déjà le Diola, une catastrophe, les accidents de circulation, beaucoup d'accidents, et on a chaque fois l'impression qu'il n'y a jamais de responsable. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas quelque chose à changer? Vous savez, quand notre parti a fait un communiqué, nous ne sommes pas limités à présenter nos condoléances. Nous avons demandé également que les responsabilités soient situées. Il faut toujours situer les responsabilités. Ne serait-ce que pour qui est responsable? Satisfaire, je ne sais pas. Il faudra une enquête. Un homme politique peut dire je ne sais pas. Ah bon, un homme politique, c'est tout? C'est des questions aussi stratégiques. Comment je peux savoir qui a mis le feu? Mais est-ce que c'est celui qui a mis le feu? Est-ce que vous savez qui a mis le feu? Je dis, je ne sais pas. Mais je dis, est-ce que voilà, au moins vous dites, je ne sais pas comme moi alors. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas... Ah bon, les hommes politiques, c'est des extraterrestres? Il y a une enquête en cours. Il y a une enquête en cours. Il faut une enquête pour situer les responsabilités. Un homme politique, c'est celui qui est là où on prend des décisions. Oui. Donc vous êtes là où vous prenez des décisions. Oui. Vous devez savoir, sur le principe de gouvernance, qui est responsable. Non, un exemple ici vous a été donné tout à l'heure. On a tenu des CRD où on a dit tout est nickel. Et à l'arrivée, il y avait 30 morts. Oui. Il y a quand même des responsabilités, ça c'est clair. Oui, mais vous ne pouvez pas me demander qui est responsable, puisqu'il n'y a pas... il doit y avoir une enquête pour situer les responsabilités. Il y a, maintenant, peut-être la question pouvait être beaucoup plus précise si vous me le permettez, parce que qu'est-ce qui a déclenché l'incendie? Ça, c'est une responsabilité. Est-ce qu'il y a eu des mesures après ça? Ça, c'est une autre responsabilité, etc. J'en ai un peu parlé sur les failles du régime qui n'ont pas prévu tout ça. Et la modernisation de ce pèlerinage-là, qui reste où il y a tellement de gens qui sont là agglutinés et qui sont abrités sous des torchis. Voilà, évidemment, il suffit de... Mais madame, ça c'est leur choix. Je ne pense pas... C'est un choix coupable, criminel. Est-ce que c'est criminel peut accepter n'importe quel choix qui coûte des vies? Non, non, attendez, c'est pas tout le temps le cas. Vous savez, au Dakar, il y a des habitations. Et qu'il y a des gens qui vivent comme ça partout au Sénégal. Hein. Ce n'est pas forcément lié à leur faute. Si l'État modernise, met des infrastructures, leur apporte tout ce qu'il faut, ils seront preneurs. Mais nous avons un État qui parle d'émergence, qui préfère construire des terres, des trucs, et oublier complètement ces lieux-là. Il ne faut pas leur en vouloir. Chacun va au marché avec le prix de la dépense quotidienne qu'il a. Alors donc, je pense à ce niveau-là, la responsabilité il doit être orientée au niveau de l'État, qui doit moderniser, qui doit mettre des infrastructures, mettre les conditions qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de tragédie. Et les obligations nécessaires. C'est ça, exactement. On va rester sur les questions de gouvernance. La gouvernance des infrastructures, on a vu que les chantiers d'Idrissa Seck sont toujours restés en l'état. C'est devenu finalement un éléphant blanc. Comment ça se fait? C'est dommage. C'est un combat politique. On ne veut pas... Voilà, des milliards investis sur des infrastructures que personne n'utilise. C'est ça. C'est ça qu'on appelle un éléphant blanc. Non, en fait, en réalité, les Tchèques ont toujours demandé à ce qu'on continue les chantiers de Tchèques, qu'on les termine. Parce qu'à un moment donné, c'était comme si terminer les chantiers de Tchèques, c'est octroyer du crédit à Idrissa Seck. Ça, c'est des combats politiques inutiles. Mais sur les infrastructures, on pourrait en parler. Oui. Je pense que aujourd'hui, mon problème avec le régime actuel, c'est qu'on ne fait pas confiance aux Sénégalais, on ne fait pas confiance aux nationaux. Ça, c'est un problème que j'ai. Vous allez en Gambie, en Guinée-Bissau, un peu partout. Les infrastructures que nous trouvons là-bas, ce sont des entreprises sénégalaises. C'est les routes, etc. On se rend compte de plus en plus que nous avons une économie extravertie. Que l'État a tendance à aller valoriser l'expertise étrangère que de valoriser l'expertise nationale. Ça me pose énormément de problèmes. On vous parle de cités à plusieurs milliards. Qui va construire la cité? Oui, c'est une entreprise marocaine, c'est une entreprise turque, etc. Même si nous pensons qu'on doit s'ouvrir aux autres, mais quand même nous devons compter sur les populations qui sont là, sur le secteur privé national. Malheureusement, ce secteur privé national est malmené et ça, c'est très dommage. Ça, vraiment, je tenais à le dire. Il y a des entreprises sénégalaises qui
travaillent sur des chantiers d'infrastructure. Oui, il y en a, oui, il y en a, mais c'est pas, je ne dirais pas qu'il n'y en a pas, mais ça pouvait être davantage renforcé. Une préférence nationale. Toujours en termes de oui, c'est une option pour tous les pays. Vous allez au Maroc, on ne leur construit rien du tout. Ils construisent tout pour eux-mêmes. Les questions de gouvernance, il y en a mille. Hein. C'est une société vivante partout dans le monde, c'est Paris. Samba posait la question tout à l'heure. Là, s'il advenait cohabitation, quelles seraient vos priorités pour améliorer le quotidien des populations en termes de gouvernance? Quelles seraient vos priorités de gouvernance pour améliorer le quotidien des gens? D'abord, je vous précise, et vous le savez déjà, que moi je ne suis pas leader d'un parti, je ne suis pas leader de l'opposition. Donc, nous considérons que nous allons travailler très sérieusement sur un programme alternatif. Nous nous voyons, nous discutons. Nous pensons qu'il y a deux choses à régler, une liste unique pour l'opposition, mais également un programme alternatif. Qu'est-ce qu'il faut faire une fois sur place? Qu'est-ce qu'il faut changer? Je pense que tout le monde y mettra du sien. Et puis, bon, on verra pour la hiérarchisation des priorités. Mais c'est clair que nous sommes conscients... Vous avez un projet de société, vous le disiez tout à l'heure. Quelle est votre vision? Quelles sont les urgences? Vous êtes en politique. Vous avez des urgences non, mais ça c'est autre chose. Vous m'avez parlé de cohabitation, ça me renvoie à la coalition. Je préfère laisser la coalition s'en occuper. Maintenant, si vous parlez de Réumi en tant que parti politique, oui, vous savez, Idriss Seck, quand on lui a parlé de la situation du pays et tout ça, il met toujours en avant les aspects primaires, en fait, les besoins primaires. Il faut que les gens se nourrissent, mangent. Okay. Il faut que les gens se soignent. Il y a des gens qui ne se soignent pas. Vous savez, nous sommes partis dans un village au Fouta où les populations boivent de l'eau du marigot. De l'eau du marigot. Vous vous rendez compte? Quand nous avons fait, nous en avons parlé dans un communiqué, le président de la République a dépêché le ministre de l'Hydraulique et le ministre de l'Économie et des Finances. Ils ont débloqué 500 millions. Il y a énormément de villages dans ce pays-là où il n'y a pas le minimum nécessaire. Il y a ce qu'on appelle le plan d'urgence. Le PUDC lancé par le président de la République, ça a été lancé quand? Ça a été lancé en 2015, 3 ans après, ça est venu. Mais l'urgence, c'est tout de suite après, ça est venu. C'est ça l'urgence. Mieux vaut tard que jamais. Quand on fait... Oui, je suis d'accord, mieux vaut tard que jamais, mais il ne faut pas qu'on mette l'accent sur le tard. Je pense qu'aujourd'hui, quand on fait 90 000 km, c'est le président qui parle, j'ai fait 90 000 km, je suis passé 2 fois, j'ai passé la nuit dans toutes les collectivités locales. J'ai fait 2 fois le tour du Sénégal. Mais vous connaissez les réalités. Pourquoi est-ce que vous allez construire une salle de conférence qui va coûter 100 milliards alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas de puits? Nous sommes partis dans des villages où on demande un puits. On ne demande pas un robinet. On va clore un peu ce chapitre sur la gouvernance. Moi, c'est juste une petite question de transition. On a beaucoup attaqué le président Macky Sall sur l'émission de sa famille dans la gestion des affaires. Quand Idriss Seck était Premier ministre, on a eu quand même droit à quelque chose qui était assez surréaliste. C'est-à-dire 8 ministres qui habitaient tous la rue Sans Soleil de Thiès. Est-ce qu'on risque de ne pas retomber dans ces mêmes travers où on va voir les petits copains, les amis, prendre effectivement les sièges les plus importants de la République? On passe ou bien je réponds? Vous répondez rapidement. Parce qu'en fait, bon... Oui, ministre, la rue Sans Soleil. Oui, rue Sans Soleil, 8 ministres rue Sans Soleil. Je suis désolé, mais non, il n'y a pas 8 ministres qui ont habité. Peut-être 8 ministres à Thiès, peut-être, mais pas dans la rue Sans Soleil. Bon, mais ce n'est pas le plus important. Ah oui, vous savez que c'est pas important? Non, je dis pas que ça... C'est pas la seule ville du Sénégal, de toute façon. Non, je dis que la comparaison que je viens de faire n'est pas la plus importante. Qu'il soit à Thiès ou rue Sans Soleil, c'est pas le plus important. C'est ça que je voulais dire en fait. Je considère que le plus important aujourd'hui, c'est qu'on mette les compétences, les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Les compétences ne sont qu'à Thiès? Non, je ne dis pas que les compétences sont à Thiès. À l'époque, je n'étais pas avec Idriss Seck, mais à l'époque, c'est le président de la République qui nomme au poste civil et militaire. Le président Idriss Seck n'a jamais été président de la République. Il est Premier ministre. Un Premier ministre, il exécute la politique déterminé par le président de la République. Donc c'est un choix composé sur proposition du Premier ministre. Non, mais ça, écoutez, ça c'est pour faire joli. Franchement, c'est le président de la République qui nomme au poste. Et puis quand on parle de proposition, ça veut dire qu'il y a la possibilité de la refuser. Il y aura plus de 8 ministres qui soient dans le gouvernement.
C'est très bien pour cela. Mais non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le président Idriss Seck n'était pas président de la République à cette époque. Votre objectif, aujourd'hui, quelque part, c'est de donner la place à la jeunesse. Vous l'avez dit quand on parlait de la coalition avec le président Wade qui revient. Aujourd'hui, j'ai une question qui est simple. Vous serez aux législatives. Sur votre liste, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, ou même donner une fourchette, du nombre de personnes qui sera sur votre liste et qui ont moins de 35 ans? Alors, si on va vers une coalition déjà, ça veut dire que ça va concerner plusieurs partis. Ça sera une liste pour plusieurs partis. Mais nous, notre combat, bien entendu, c'est que davantage qu'on implique les jeunes. Parce que vous savez, si les jeunes, on nous reproche de n'avoir pas de l'expérience, même dans le milieu du travail, c'est ça. Mais si on ne donne pas la chance, on ne pourra jamais avoir de l'expérience. Donc, il faut nécessairement qu'on intègre les jeunes. Maintenant, je ne pourrais pas vous donner une fourchette, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un combat que nous allons mener pour que les jeunes soient représentés dans notre liste. Je pense que est-ce que c'est un combat que vous, personnellement, au-delà du... Je veux dire, moi, aujourd'hui, je peux vous demander votre âge ? Ici? Non. Non, d'accord. Donc, moi, j'ai 27 ans aujourd'hui. Oui. Je suis plus vieux que la moitié des Sénégalais qui en ont 22 et demi en moyenne. D'accord? Les jeunes du Sénégal représentent 65% de la population. Pour moi, quand on se considère comme jeune, et je me considère encore comme jeune, je pense que vous aussi, vous considérez encore comme jeune. Comment, aujourd'hui, est-ce qu'on peut passer du discours de « il faut impliquer les jeunes » et je te le reproche aussi, je vous le reproche aussi à vous, on ne parle pas des questions de jeunesse, on parle des questions centrales pour la nation. 65% de la population, c'est pas un groupe minoritaire à part pour lequel on discute de choses, c'est le groupe central. Donc les questions relatives à la jeunesse sont... Pour moi, ce n'est pas des questions de jeunesse, c'est des questions de société, des questions nationales. Maintenant, vous, comment aujourd'hui vous vous positionnez par rapport à ça personnellement, au-delà de votre parti? Quel est le combat que vous menez pour l'intégration des jeunes et la participation politique? Au fait, pour faire profiter au pays ce qu'on appelle le dividende de jeunes, dividende démographique. Alors, d'abord, il y a l'adage, bon, en fait, on en parle tout le temps, hein, c'est qu'en politique, rien ne se donne, tout s'arrache. Donc, l'option, ce n'est pas de dire, ah, s'il vous plaît, donnez-nous des places, etc. L'option, c'est de dire aux jeunes, battez-vous. Venez en masse dans les partis politiques, ne vous éloignez pas, ne vous isolez pas de la politique. Parce qu'il y a parfois une mauvaise compréhension, il y a une mauvaise image de la politique. Cette mauvaise image de la politique va continuer si, bien entendu, ceux qui ont des vertus, ceux qui ont des principes, ceux qui ont des capacités, des compétences, s'éloignent de la politique, s'isolent de la politique. Ça veut dire qu'on va laisser là-bas les médiocres, ceux qui sont là pour leur poche, ceux qui sont là pour des intérêts crypto-personnels. Ça doit changer. Il faut une rupture. Et il faut une rupture même générationnelle. Il faut que davantage que les jeunes s'impliquent dans la politique. Écoutez. Et vous créez des cadres aujourd'hui, des espaces, des choses pour amener les jeunes qui ont ce potentiel, mais ne savent pas réellement comment y aller ou qui ont cette image négative de la politique pour être formés, etc. Non, nous avons tout le temps des discussions avec les jeunes. Nous sommes tout le temps sur les places publiques. Nous discutons avec les jeunes, nous les impliquons, nous faisons en sorte que ces jeunes puissent intégrer les partis politiques. Nous considérons que si nous sommes nombreux dans les partis politiques, on ne va pas plus quémander, on va s'imposer. Hein? Et nous considérons que de plus en plus, d'ailleurs, c'est ça qu'il faut encourager. Mais quand on laisse les autres gérer les leviers de la politique, vous savez, Montesquieu, je le répète tout le temps, Montesquieu a bien raison de dire que toute personne qui a le pouvoir est tentée d'en abuser. Permettez-moi, Thierno Bokoum, pour pouvoir avoir votre avis sur Oui, allez-y. Alors, le deuxième point, c'est l'éducation à travers le baccalauréat. Le baccalauréat au Sénégal, c'est depuis quelques années plus de 70% d'échecs. C'est la fin du parcours du cursus éducatif. C'est le premier diplôme universitaire. C'est le premier diplôme qui permet à l'universitaire. Et l'État met 40% de son budget, ce qui est une part énorme, dans l'éducation. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Je vais considérer qu'il met 40% de son budget pour avoir ensuite 70% d'échecs. Aujourd'hui, il y a une question qui se pose et j'aimerais vous la poser à vous, députés, jeunes qui avaient une vision mentionnée dessus, le bac, qu'est-ce qu'on en fait? Est-il temps aujourd'hui de repenser, de supprimer le bac, de proposer d'autres outils qui pourraient permettre à ces 70% de jeunes qui sont éjectés du système et qu'on a financé pendant 15 ans, de pouvoir aspirer à d'autres
possibilité d'évolution, de désengorger nos universités qui ne tiennent plus, d'arrêter de former 5000 personnes en espagnol sachant qu'on n'en a pas besoin, etc. Quelle est aujourd'hui votre vision de l'éducation nationale? Moi, je pense qu'il faut ouvrir énormément de possibilités, diversifier les connaissances et les possibilités. Aujourd'hui, il faut analyser le marché de l'emploi. Il faut une adéquation entre la formation et l'emploi. C'est quoi le marché de l'emploi aujourd'hui? Le marché de l'emploi a beaucoup bougé. Par exemple, dans le domaine d'éthique, il y a énormément de choses à voir. Il faut qu'on sorte l'esprit des parents, parce que le plus souvent, ce sont les parents qui orientent les jeunes. Que réussir, c'est être derrière un bureau. Ce n'est pas forcément cela. J'ai un ami qui a fait énormément de choses, qui a fait des études, qui a eu un travail excellent. Un bon jour, il a décidé de faire du stylisme et ça marche. Et en termes de réforme, parce que je pense que cette idée aujourd'hui, tout le monde est d'accord dessus. Inadéquation, formation, emploi. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Quelle loi on passe? Quel système on change? Est-ce que l'on limite l'entrée à l'université pour réorienter des gens vers de techniques? Est-ce qu'on ferme les portes de l'université, même si on a des gens qui ont le bac mais qui n'ont pas leur place à l'université? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Non, il ne faut pas des mesures radicales. Il faut une adaptation. Il ne faut pas tout supprimer, il faut s'adapter. On a besoin d'universitaires, on a besoin de personnes qui ont des diplômes, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de docteurs, comme on a besoin d'artisans qui sont formés. Donc, pour moi, aujourd'hui, il faut, je le redis encore, il faut analyser le marché de l'emploi et offrir des opportunités aux jeunes. C'est-à-dire de les renforcer en termes de connaissances, en termes d'expérience, de pouvoir leur donner de la formation, une formation qui puisse leur permettre d'avoir un métier. Parce qu'aujourd'hui, les demandeurs d'emploi, pour la plupart, on parle même de 40% ou même plus, qui n'ont pas de métier. C'est cela dont il s'agit. Il ne s'agit pas aujourd'hui de penser, comme ils le font d'ailleurs, que le problème de l'emploi va être réglé par l'État. Non, l'État crée les conditions. Donc, qu'on renforce également le secteur privé, qui puisse recruter, etc. Mais fondamentalement, il s'agira de diversifier. Ça veut dire maintenir le système qui est là, créer d'autres systèmes pour permettre aux jeunes d'avoir d'autres possibilités, c'est-à-dire avoir une formation après le BFM, une possibilité de ne même pas s'occuper du bac, parce qu'en réalité, nous, on a vu énormément de choses en terminale, on ne sait même plus si c'est utile ou pas. Donc, il faudra qu'on sache ce qui est utile. Voilà, exactement. Ça, c'est extrêmement important et ça demande que l'on analyse davantage le milieu du marché, le marché du travail. En faisant le lien entre politique et jeunesse, tout ça est politique de toutes les manières. Alors, là, vous avez parlé de maintenir certaines choses. Tout à l'heure, vous avez parlé de rupture de toutes les manières. L'idée de la rupture est dans l'air. Oui. Aujourd'hui, moi qui suis jeune, depuis longtemps certes, mais qui suis jeune. Oui. Ah oui? Oui, depuis longtemps certes, mais je suis jeune. Y en a marre est là pour proposer une rupture, organise des marches et apporte des idées de rupture. Vous êtes là, vous parlez. Pourquoi est-ce que j'irai vers vous plutôt que vers Y'en a marre? Mais c'est pareil d'aller vers moi que d'aller vers Y'en a marre. Nous ne sommes pas en compétition. Nous proposions des choses différentes. Nous avons des démarches différentes. Mais nous sommes pour le Sénégal. Nous travaillons pour le Sénégal. Qui a raison, on verra. Parce que le plus important aujourd'hui, moi je considère que je suis un homme politique. Je considère que pour changer un pays, il faut être au niveau des sphères de décision. Et pour se retrouver au niveau des sphères de décision, il faut demander le suffrage des Sénégalais. Et pour demander le suffrage des Sénégalais, il faut faire de la politique. Je vous ramène à une question d'emploi. On a parlé d'emploi, je pense qu'aujourd'hui, et c'est pas je pense, c'est clairement le plus gros problème de la jeunesse sénégalaise, c'est l'accès à l'emploi. Comme vous avez dit, pas assez de formation, donc ils ne sont pas recrutés, etc. On parle d'entrepreneuriat, c'est devenu une mode. L'État a investi beaucoup, je trouve très mal, en donnant des micro-bourses à un grand nombre de personnes. Il y a l'agence, il y a la neige, il y a l'ANPEJ, il y a le PAPEJ, il y a plein d'initiatives. Il y avait ça avant. Il y avait ça avant, absolument. C'est une continuité de ces initiatives qui ne règlent pas nécessairement le problème. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui émergent. Et aujourd'hui, ma question pour vous, est-ce que une start-up, donc une entreprise qui se crée au Sénégal, sachant qu'il n'y a pas de financement accessible, est-ce qu'elle ne devrait pas être exonérée de tout impôt et de taxes pendant au moins 3 ans pour pouvoir essayer de se développer? L'APIX a donné 17 000 nouvelles sociétés qui ont été créées au Sénégal en 2016. Donc 90% sont mortes. Donc 60% exactement, en tout cas, sont mortes au bout d'1 an.
Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Étant donné que l'État ne peut pas donner d'argent, l'État peut donner des facilités. En tant que député, est-ce qu'il y a des lois que vous pouvez faire passer dans ce sens? Non, mais je dirais même mieux. Mais je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Il faut les aider. Ça ne sert à rien de créer une entreprise et de mourir un an après. Il faut les exonérer. Non seulement cela, il faut leur faciliter l'accès au crédit. Parce que le problème, c'est ça. Au lieu de donner des micro-bourses, comme vous dites, mais aider ces entreprises-là, leur faciliter le crédit, et qu'ils remboursent dans des délais raisonnables. Il y a le foncier. Oui, mais bon, mais ça quand même. Non, oui, mais je pense fondamentalement aujourd'hui, mieux vaut renforcer un existant qui est là, qui a la possibilité de se déployer et de recruter, que d'aller donner une bourse à quelqu'un qui va manger ça après. Parce qu'on a la structure quand même de financement de l'entreprise, quand même, fonds 6, fonds JIJ. Vous avez aussi les domaines agricoles communs qui sont là quand même pour essayer de développer un peu l'emploi des jeunes. Maintenant, les résultats n'arrivent pas encore en rapport avec ce qu'on en attend, mais il y a quand même des initiatives. Non, moi je parle pas des slogans, en fait. Non, c'est des structures qui non, c'est des structures. Non, mais je termine sur ça. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un existant qui est là. Il y a des entreprises qui se créent. Au bout d'un an, ces entreprises disparaissent. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est aussi simple que ça. Moi, je pense qu'il faut exonérer, il faut les aider à accéder au crédit. Il faut les aider à se relever, il faut les aider à se déployer, il faut les privilégier, il faut une préférence nationale. C'est aussi simple que ça. Et je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut renforcer l'existant. Dernière question, sujet tabou, les prisons. Nos jeunes dans les prisons. Vous avez été vous-même en prison pour des raisons politiques. Jeunes dans les prisons. 80% des jeunes dans les prisons sont des jeunes qui ont commis des délits mineurs, majoritairement pour avoir consommé du cannabis ou des choses comme ça. Aujourd'hui, le système carcéral est fait de telle sorte que des gens qui travaillent, comme nous tous, payons des impôts pour qu'ils soient... Ça marche, sauf que ça marche pas. On envoie des jeunes dedans qui ressortent encore plus délinquants. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ces choses-là? On ne parle pas de légalisation du cannabis, mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour pouvoir limiter la transformation et la criminalisation de ces jeunes qui rentrent petits voyous et qui sortent grands délinquants? Non, il faut évaluer la loi Latif Gueye, c'est clair. Moi, j'ai été dans des prisons. Après, c'est vrai que j'ai été emprisonné pour une marche, etc. J'ai été plusieurs fois arrêté. Mais une fois député, j'ai été dans des prisons en tant que député. Et à chaque fois, la revendication qui revient, c'est lié à la loi Latif Gueye, qui durcit la peine pour la drogue, qui criminalise la drogue. Parfois pour des choses, on met quelqu'un et on l'oublie dans la prison. Donc aujourd'hui, il faut évaluer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas durcir, mais il faut évaluer tout ça et voir comment dans la procédure ne pas faire en sorte que énormément de personnes se retrouvent en prison, ce qui du coup d'ailleurs crée des conditions extrêmement difficiles, ceux qui sont en prison. D'autres formes de pénalité, le service... il faut y réfléchir. Vous savez, même dans les réformes de la CNRI, on avait proposé le juge des libertés. Il faut assouplir les choses. Il y a beaucoup trop de mandats de dépôt dans notre pays. Oui. Pardonnez-moi, mais la mère de famille que je suis est quand même terriblement frustrée et choquée de nous entendre parler que de solutions dans la sphère publique institutionnelle. Et quand on parle de jeunes délinquants, il y a la question qui émane simplement de la sphère privée familiale qui est en grande souffrance et qu'il faut également considérer et aider pour qu'elle produise moins de délinquants. Alors les solutions ne peuvent pas être simplement institutionnelles et publiques. Oui, c'est bien qu'on aborde ces questions sur la jeunesse, la formation, l'éducation et celle de sa fille. Et là, je voudrais avoir votre appréciation. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment ou comment faire pour qu'aujourd'hui, dans le débat public et le débat politique au Sénégal, qu'on sorte de la question électorale parce qu'on ne parle que de ça, et pour que dans les débats politiques, on ait des questions de fond comme celle-là. Aujourd'hui, on n'entend jamais un politicien dire, bon, si je viens, l'éducation, voici ce qu'on va réformer. Donc le rôle de la famille et le débat politique, non, le rôle de la famille, je suis entièrement d'accord, mais ça c'est une question transversale qui doit être traitée aussi bien par l'État, hein, il peut y avoir des solutions à ce niveau, mais c'est lié également à la structure de la famille et également à pas mal de questions. Mais justement, vous avez parfaitement raison, il faudra qu'on trouve des solutions pour produire moins
de délinquants. Et ça, ça demande une réflexion globale et c'est extrêmement important et urgent d'ailleurs. Alors, sur la question des débats, vous savez, vous m'avez invité, vous êtes entré dans des questions de fond. D'autres peuvent m'inviter et parler d'autres choses. La responsabilité est partagée. Parce qu'aujourd'hui, les hommes politiques n'ont pas les canaux de transmission, n'ont pas les canaux médiatiques, donc ne diffusent pas. Les hommes politiques répondent aux questions ou posent des actes. Vous avez les canaux médiatiques, vous avez les radios, les télévisions, vous avez les deux partis quand même. Vous avez les réseaux sociaux. Oui. Vous avez les réseaux sociaux. Oui, oui. Ce n'est pas les canaux qui manquent. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que les acteurs des médias contrôlent les médias. Aujourd'hui, ce n'est pas de mon bon vouloir qu'on va mettre à la une telle ou telle. Mais on vous invite souvent, vous avez les réseaux sociaux que vous pouvez utiliser aussi. Oui, mais ça, je n'en disconviens pas. Ce que je dis très clairement, c'est que aujourd'hui, les responsabilités sont partagées. C'est-à-dire que parfois, on met à la une certaines questions parce que ça vend. Il y a l'aspect mercantiliste un peu qui aide à voilà. Voilà. Donc on ne peut pas dire que ce sont en chef, elle peut vous en dire des choses. Oui, donc on ne peut pas dire tout simplement ce sont les hommes politiques qui sont fautifs. Les politiques ont bon dos, oui. Vous avez 1000 fois raison, les responsabilités sont absolument partagées. Et la presse est absolument coupable là-dessus. Toutefois, Monsieur Bokoum, je vous pose la question. Oui. Quand est la dernière fois que vous avez convoqué votre propre conférence, à vous, qui n'appartient pas aux médias, sur un thème comme celui de la famille et de... Des conférences thématiques. Thématiques sur des questions sociales, sociétales, de petite échelle qui concernent la vie quotidienne. Quand est... Et ça ne relève pas des médias. Juste une dernière question qui vous permettra d'enchaîner parce qu'il n'en reste que 5 minutes. Oui. Vous allez répondre après ça. Oui, je réponds. D'accord. Non, nous, en tout cas, en ce qui concerne notre posture de député, nous avons eu des programmes où nous sommes adressés aux populations pour parler de notre mission, de pas mal de thèmes, etc. Mais vous savez, si les hommes politiques doivent s'occuper de tout aussi, ça pose problème. La famille est... Oui, non, je suis d'accord, entièrement d'accord. Mais aujourd'hui, on a des sociologues qui peuvent en parler. Si on parle d'automobile, il y en a d'autres qui peuvent en parler. Ça dit ce que je veux dire par là. Pourquoi ce n'est pas sur votre agenda prioritaire? Non, au contraire. Nous avons tous des programmes. C'est clair que c'est rare que dans des discussions qu'on nous dise qu'est-ce que vous prévoyez sur ça ou sur ça, etc. Vous savez, même dans Réumi, nous avons fait ce qu'on appelle les consultations citoyennes dans tous les domaines. Nous allons vers les gens, les acteurs, pour leur demander qu'est-ce que vous pensez de tel ou tel domaine, etc. Et c'est avec ça que nous allons faire notre programme. Donc nous nous intéressons à toutes les questions. De toutes les façons, si vous avez comme ambition de diriger un pays, vous devez vous intéresser à toutes les questions. Une avant-dernière question politique. Maître Wade vient d'annoncer qu'il voudrait mettre sur la liste Mbacké, le fils du khalife général des Mourides. Vous-même, Idrissa Seck s'est converti au mouridisme après avoir été une des figures de proue du tidjanisme. Est-ce que Idrissa Seck vous a dit qu'il s'est converti au mouridisme? Il s'est dit et apparemment il n'a jamais démenti. Bon, est-ce qu'il a dit également le contraire? Il n'a rien dit. Idrissa, de toute façon, il utilise très bien les techniques de communication. Quand il ne veut pas parler, il parle. Vous aussi, vous n'êtes pas mal. Parce que vous nous faites dire des choses qu'il n'a pas dites. Comment jugez-vous cette décision, cette proposition du président Wade de mettre le khalife général, il avait déjà fait avec Singh Saliou, de remettre encore le fils du khalife général sur la liste? Et il dit, est-ce qu'il ne se sent pas doublé un peu sur le mouridisme par cette décision de Wade? Parce qu'apparemment, lui aussi, il cherche un positionnement à l'intérieur. Serigne Saliou, c'était avec Idrissa Seck. C'était avec Idrissa Seck, mais c'est Wade qui veut pouvoir. Idrissa Seck était là. Ah bon? Et quand il est là, il est le chef, quoi. C'était le même derrière Wade, il est le chef. C'était le numéro 2 à l'époque. Il faut savoir situer les responsabilités. Je pense que... Qu'est-ce qu'il en pense? Wade doit le faire? Est-ce qu'on doit mettre des marabouts sur des listes? Non, vous savez, on ne peut pas refuser aux marabouts de faire de la politique. Ça c'est clair, il n'y a pas un article de la Constitution qui interdit. Mais oui, si ce n'est pas interdit, c'est permis. Tout ce qui n'est pas interdit est permis. Donc de ce point de vue... C'est ce qu'on appelle l'éthique. Mais oui, je suis d'accord pour l'éthique et la morale. Mais quelle est la bonne éthique? Vous pensez qu'un marabout ne doit pas être... Vous pensez que le prophète à Médine ne faisait pas de la politique? C'est un grand débat. Maintenant, voilà. Donc, on ne peut pas empêcher aux marabouts de faire de la politique. Je pense que ça, ce sont des citoyens qui sont libres de faire de la politique. Donc, vous cautionnez cette décision?
Ce n'est pas une décision, c'est une volonté. Je ne pense pas que le président Wade, d'ailleurs je ne sais même pas si c'est avéré ou pas, pour commencer. Mais il l'a dit, il a proposé. Oui, pour dire que je n'étais pas au courant. Mais si c'est le cas, je ne pense pas que le président Wade ait pris la décision par force de mettre un marabout sur une liste. Il a proposé certainement Abdou Samad Mbacké. Oui, mais je dis, réorientons les projecteurs sur le marabout qui a lui-même décidé d'être sur une liste. Ça, c'est sa liberté. Mais si c'était le cas, je dis, à un moment donné, est-ce que vous, en tant que aspirant à diriger le pays et sa destinée, etc., vous ne vous préoccupez pas, faire de la prospective, vous vous projetez sur une confusion des gens. On se veut un pays laïque, et là, on commence à avoir une confusion des gens. Si, là, dans cette communauté mouride, ils veulent avoir quelqu'un en politique, puis après telle autre communauté, puis après telle communauté, une vraie confusion des gens dans un pays qui est encore en train d'apprendre la laïcité. On en est loin. Ça ne vous préoccupe pas? Moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'on veuille enlever au peuple sa vocation. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le peuple qui décide. Madame, on va aux élections. Si vous êtes marabout, vous êtes politicien, vous êtes docteur, c'est le peuple qui décide. Il faut qu'on respecte les décisions de la population. Une population que nous sommes en train d'emmener vers un État laïque. Et vous savez très bien que nous ne sommes même pas encore à mi-chemin. On ne va pas faire comme si nous étions un pays avec une tradition laïque de 100 ans, 200 ans ou 300 ans. Mais madame, je ne suis pas... Ça, c'est en France. Oui, mais la laïcité n'est pas remise en cause dans notre pays, ça c'est clair. Non, elle est en construction. Oui, la laïcité. Mais quelle laïcité? Déjà, ça, c'est un autre débat. Parce qu'aujourd'hui, la forme de laïcité qu'on veut nous imposer, par exemple, en France, n'est pas la laïcité qu'on a au Sénégal. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. On a une négation pratiquement du religieux en France aujourd'hui. Voilà, on préfère ça dépend. Il y a le concordat en Alsace qui permet que l'État investisse dans l'Église. Voilà, ça c'est un autre débat. Mais je considère aujourd'hui que la laïcité n'est pas en jeu. Il ne faut pas qu'il y ait un conflit entre la démocratie et la laïcité. Parce que la démocratie impose aujourd'hui que toute personne qui a des ambitions puisse se présenter à une élection. Monsieur Bokoum, l'essentiel, c'est de respecter... Mais vous savez que si telle communauté peut entrer à un moment donné en politique et en influence forte, il y aura une autre communauté qui essaiera de l'avoir. Et comment est-ce que vous allez lui refuser? Et puis telle autre, et puis telle autre, et puis telle autre. Mais vous donnez rien. Madame, vous ne donnez rien du tout, c'est le peuple qui donne. Je vous dis, très franchement. Moi, je suis... C'est un peu facile, hein? Oui, mais moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent que le peuple est manipulé. Non. Je pense que le peuple a toujours raison. Et qu'aujourd'hui... Est-ce vrai? C'est un débat. C'est un débat. Je considère aujourd'hui que je ne peux pas, moi, en tant que je ne sais quoi, ou en tout cas, changeons d'exemple, le président de la République, même s'il est président de la République, n'a pas de droit de vie ou de mort sur qui que ce soit. Le président de la République ne peut pas orienter les populations. La preuve, il ne va pas rester ici éternellement. Nous avions eu des anciens présidents de la République, donc ils n'ont pas forcément une influence sur les populations. Je considère, je termine juste sur ça, je considère qu'il faut laisser les peuples évoluer à leur rythme et qu'on ne leur impose rien du tout. Dernière question. Qui va diriger la liste à laquelle appartient votre parti, Idrissa Seck? Qui va diriger cette liste-là pour les législatives? Qui va la diriger? Est-ce qu'Idrissa Seck acceptera de se mettre derrière ou forcément, comme il dit, il est toujours numéro 1, mais est-ce qu'il va être numéro 1 cette fois? On va découvrir ce qu'il a poussé la barbe depuis la dernière fois. Non, pour la première fois dans l'interview, à la place d'une réponse, je vais reprendre votre question. Qui va diriger la liste? Oui, mais lui, il est toujours numéro 1, il a dit, il a vocation à être numéro 1 tout le temps. Vous parlez de qui? Idrissa Seck. Mais ça n'a rien à voir avec... il va aller dans une coalition. Est-ce qu'il va accepter de ne pas être numéro 1? Quand il dit... Mais j'ai l'impression que vous êtes beaucoup trop branché sur le passé. Là. Vous parlez toujours moi, je le crois, c'est lui qui l'a dit. Oui, mais non, ça, il le disait dans le cadre de son parti et dans un contexte bien déterminé. On ne doit pas sortir les propos du contexte. Mais dans ce cadre actuel, je vais vous dire et je vais vous rassurer, si je devrais vous rassurer, c'est que nous sommes pour une liste de l'opposition. Nous ne mettons pas de fixation sur la personne qui va diriger la liste, parce que de toutes les façons, ça n'a aucun intérêt. C'est une question qui reviendra. Le plus important aujourd'hui, c'est qu'on s'entende, qu'on soit ensemble dans tous les départements et qu'on puisse gagner les élections et apporter les vraies ruptures. Merci, chers amis et chers confrères, d'avoir participé à cette émission, d'avoir un peu secoué notre ami Thierno Bokoum, qui toujours avec la même pugnacité a répondu, évidemment, en tant que rempart
de Idrissa Seck, puisque nous l'appelons ainsi. Merci et à bientôt pour la prochaine édition de Sans Détour. Merci beaucoup.